Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi ici en direct depuis le studio télé de Figaro Immo sur la page Facebook de Figaro Immobilier, sur la homepage de Figaro.fr pour cette 31e émission des clés de l'IMO, les clés de l'immobilier. Chaque semaine ici en direct, un expert pour répondre à vos questions en direct. Aujourd'hui, on va évoquer un thème très demandé, le thème de la location. On va parler location étudiante, on va parler location nue, on va parler location meublée, on va parler location bail mobilité, que l'on soit du côté locataire ou du côté propriétaire-bailleur, avec un expert en plateau, ici aujourd'hui, qu'on est évidemment très content d'avoir, c'est plutôt une experte, c'est Maude Welter. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors Maude est déjà venue, régionale de l'État, à plusieurs reprises. Dès qu'il y a ce thème de location, Maude qui est vraiment la spécialiste dans le domaine, un livre écrit, un guide pratique sur la location meublée, qui est à jour. Presque. Bon. Presque. La nouvelle édition a pris un petit peu de retard, mais devrait pas tarder. D'accord. Et puis, directrice associée de jedéclaremonmeublé.com. Exactement. C'est un site vraiment destiné à aider les propriétaires, loueurs en meublé non professionnels pour leur déclaration de revenus, puisque c'est assez particulier. Ça constitue des bénéfices industriels et commerciaux. Et lorsqu'on opte pour le régime réel, ça suppose de faire une liasse fiscale qu'il faut télétransmettre à l'administration fiscale. Et donc, on aide les propriétaires dans l'établissement de cette liasse fiscale. Très bien, donc beaucoup de choses. Donc on va voir côté propriétaire-bailleur, bien sûr, et côté locataire. Vous avez été très nombreux, merci beaucoup, à poser des questions depuis lundi, depuis qu'on a annoncé la venue de Maude. On a eu une 50aine de questions. On ne pourra pas répondre à tout le monde, ne nous en veuillez pas. On va mettre en place bientôt un forum, mais on va essayer de poser le maximum de questions. On démarre tout de suite. Volontiers. Allez, c'est parti, on est là ensemble jusqu'à 13h30. Première question, question de Jocelyn. Avec l'encadrement des loyers à venir à Paris, faut-il abandonner l'idée de louer à perte ou alors trouver des rendements plus intéressants avec le meublé en courte durée? Comment arbitrer? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante et que beaucoup de propriétaires se posent. Le retour de l'encadrement des loyers, effectivement, est prévu vraisemblablement au mois de juillet, d'après les annonces de Yann. C'est ce qu'annonce la mairie de Paris pour juillet. Oui. Voilà, pour juillet. Alors, il faut savoir que seront concernés par l'encadrement des loyers les contrats de location vide et meublés destinés à la résidence principale du locataire, mais également les locations meublées de courte durée dans le cadre du bail mobilité. Voilà, donc je pense que la question, c'est plutôt de savoir si on peut contourner l'encadrement des loyers en faisant de la location saisonnière, type Airbnb en fait. Ben, c'est ça, oui. Alors attention, oui, c'est vrai que ce type de location n'est pas concerné par l'encadrement des loyers. Par contre, il y a une réglementation importante à respecter. D'abord, il faut se déclarer en meublé de tourisme à la mairie pour obtenir un numéro d'enregistrement. Et surtout, on ne peut pas faire ça dans un logement. Il faut au préalable obtenir une autorisation de changement d'usage qui est soumise à compensation. C'est une procédure qui est assez complexe, qui est longue et qui est coûteuse. Oui, oui. Au-delà, Maud, juste de ceux qui veulent passer par la location touristique saisonnière de résidence principale, au-delà des 120 jours qui sont autorisés. Exactement. Là, si on souhaite, souhaite louer sa résidence principale, on peut le faire sans autorisation, dans la limite de 120 jours par an. Mais si c'est pour louer tout au long de l'année, et que ça ne constitue pas sa résidence principale, voilà, il faut cette autorisation de changement d'usage qui est compliquée à obtenir. Et si on ne l'a pas, on risque 50 000 € d'amende. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Après, l'arbitrage, il peut être fait en fonction du mode de location vers lequel on s'oriente et de la fiscalité qui est attachée, sachant que la location meublée a souvent une rentabilité qui est plus attractive. Donc, on peut très bien faire de la location meublée dans le cadre de l'encadrement des loyers et s'en sortir au niveau de la rentabilité de son investissement grâce à la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux. Oui, parce qu'à travers cette question, on a beaucoup d'interrogations dans le domaine. Certains se disent à Paris, est-ce que ça vaut le coup, je suis propriétaire bailleur, d'avoir en plus l'encadrement des loyers alors que je serais tranquille, entre guillemets, sur Airbnb ou autre plateforme touristique saisonnière, beaucoup d'interrogations dans le domaine. Mais vraiment, attention aux sanctions. Voilà, si on n'a pas les autorisations, on risque 50 000 € d'amende. Donc voilà, méfiance. Méfiance. Allez, question de Stella. Entre la gestion des locataires et l'entretien de l'appartement que j'ai acheté en investissement locatif à Nantes,
Il n'est pas facile du tout de mener tout de front. Quels sont vos conseils pour limiter les frais et l'énergie déployée? Elle en peut plus. C'est vrai qu'on oublie souvent le temps nécessaire à la gestion d'un bien immobilier, entre les appels de loyer, les quittances, les régularisations de charges, etc. Tout ça prend du temps. Donc une solution, ça peut être d'utiliser des outils en ligne pour la gestion, qui aident à la gestion immobilière, qui vont vous permettre de générer en fait tous les modèles de documents, contrats de location, appels, quittances, etc. Internet, ouais. Voilà. Ouais. L'autre solution, qui est plus complète, qui offre un confort absolu, c'est de confier la gestion à un professionnel de l'immobilier, sachant que sur une location vide, le pourcentage, ce sera entre 4 et 7% des loyers. Si on part sur une gestion meublée, on sera entre 7 et 15% du montant des loyers. Donc c'est vrai que ça a un coût, cette gestion. Il faut vraiment avoir ça en tête, voilà. Effectivement. Et surtout, comme les tarifs, voilà, ça va, comme je disais, de 4 à 7% sur du vide ou de 7 à 15% sur du meublé, bien comparer ce qui est compris dans le mandat de gestion qu'on va confier aux professionnels de l'immobilier et ne pas hésiter à demander la grille tarifaire des prestations qui seraient facturées en plus pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pas avoir de mauvaises surprises, mais en tout cas, c'est un peu le prix de la tranquillité de faire appel en tout cas à ces outils de gestion locative, à la fois en passant sur Internet ou en demandant directement une aide dans le domaine. Moi, juste en tout cas pour vous dire, l'investissement locatif à Nantes est un très bon choix. Nantes était classée 2e du palmarès des villes où investir l'année dernière. Cette année, on est en train de préparer l'édition 2019. Je ne peux pas vous évidemment dévoiler un secret, mais Nantes est quand même pas mal classée. C'est une ville qui a évidemment forte attractivité à la fois économique, à la fois sur la démographie, l'afflux des étudiants. Bon, en matière d'investissement locatif, c'est un très bon choix. Question de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre nous dit « Étudiant à Nice, je dois venir à Paris faire des études de droit. Quels sont les secteurs les moins chers et comment bien s'organiser en termes de colocation ?» Alors, les secteurs les moins chers. Alors, les moins chers, juste alors. Hier se tenait la conférence de presse des notaires parisiens. Là, juste pour vous donner une idée à l'achat, donc les 8 premiers arrondissements de Paris, on est au-delà de 11 000 € du mètre carré. Ça, c'est pour l'acquisition. Et les moins chers, autour de 8 000 € du mètre carré, sont situés dans le nord-est de Paris, plutôt, c'est 18, 19 et 20e. Et ben, pour la location, c'est exactement pareil. On a un 23 mètres carrés à peu près de l'ordre de 750 à 790 € mensuels dans le 19e arrondissement, c'est pour vous donner une idée. Mais voilà, les prix, on le sait, à Paris sont excessivement chers. Les quartiers, Porte de la Chapelle, Porte de la Villette sont les quartiers les plus abordables en termes de prix. Oui, et qui restent très bien desservis. Pour un étudiant, on est facilement dans le centre de Paris quand même. Alors, colocation. Colocation. Alors, plusieurs systèmes pour la colocation. Soit un contrat de location unique pour l'ensemble des colocataires. Alors, attention, dans ce cas-là, il y aura solidarité entre les colocataires, sauf dans le cadre d'un contrat mobilité. Sinon, autre option, c'est d'avoir un contrat de location avec chacun des colocataires. Alors attention, chacune des chambres louées doit faire au minimum 9 mètres carrés. Pas 7 mètres carrés, parce qu'à un moment donné, il y a eu une confusion. On est bien sur 9 mètres carrés minimum pour chacun des étudiants colocataires. L'avantage de ce système pour le colocataire, c'est que le jour où il donne congé, eh bien, il va récupérer son dépôt de garantie au moment où il s'en va. Et puis surtout, il n'est pas solidaire. Si les autres ne payent pas le loyer pour leur chambre, lui n'est pas impacté. Donc ça peut être une solution à privilégier. Et puis après, d'un point de vue pratique, c'est vrai que c'est important de rencontrer les colocataires avant de s'engager, de manière à vérifier qu'on est sur le même mode de vie, et puis bien d'établir ensuite, pour que ça se passe bien, d'établir des règles de gestion des tâches ménagères, etc., pour que la colocation se passe dans les meilleures conditions possibles. Et pour que la colocation se passe dans les meilleures conditions possibles, pour en savoir plus, il y a quelques sites dédiés à la colocation, j'en cite quelques-uns, apartager.com, colocation.fr, lacartedescolocs.com, la-colocation.com ou encore location-étudiant.fr. Voilà, il faut savoir aussi que le Figaro étudiant donne énormément de conseils pratiques sur la colocation. Il y a beaucoup d'articles dans le domaine, donc n'hésitez pas, le Figaro étudiant. Alors, Bernice, question suivante. Propriétaire bailleur depuis 11 ans à Bordeaux, je souhaite m'orienter vers la location meublée saisonnière. Est-ce plus rentable, mais
pas trop compliqué à cause du turnover et des agences s'occupent-elles de la gestion locative à moindre coût? Alors Bordeaux, là aussi... Oui, Bordeaux, ville très très dynamique, donc effectivement il y a une demande en location saisonnière, donc pas d'inquiétude pour avoir un bon taux de remplissage de l'appartement. Par contre, attention, à Bordeaux, c'est la même réglementation qu'à Paris, donc si votre bien est à usage d'habitation aujourd'hui et que vous le destinez tout au long de l'année à la location saisonnière, il faut impérativement obtenir une autorisation de changement d'usage soumise à compensation, sinon vous risquez 50 000 € d'amende. Donc voilà, c'est quand même un point important à souligner. Une autre option sinon à Bordeaux qui peut être intéressante, c'est de louer à des étudiants pendant l'année universitaire ou à des professionnels en mobilité et de retenir la location saisonnière, la location de courte durée, que sur la période estivale où là vous êtes sûr de très très bien remplir. Parfait. Question de Fabien. On me dit, dit Fabien, qu'il y a des avantages de mettre en location en Pinel dans le neuf. J'habite Toulouse, j'ai 90 000 € que je souhaiterais placer dans l'immobilier. Cela peut-il rapporter ou est-ce un mirage? Alors, 90 000 € dans le neuf à Toulouse, c'est pas évident, hein, mais bon. Il faut trouver. Alors, par contre, l'investissement Pinel, c'est pas un mirage. Hein, en soi, ça peut être un très bon investissement, mais attention, il faut être vigilant sur un certain nombre de points pour que ce soit un bon investissement. D'abord, il y a la localisation qui est essentielle, comme partout ailleurs. Donc, c'est important de connaître la ville où on investit, voilà, et s'assurer qu'il y aura une demande. Il faut vérifier que les loyers qui sont annoncés correspondent au prix du marché et que le prix d'acquisition également correspond au prix du marché. Et si c'est le cas et que la construction semble de qualité, à ce moment-là, l'avantage effectivement du Pinel, c'est qu'on va avoir une réduction d'impôt qui est quand même de 12% si on s'engage sur 6 ans, 18% si on s'engage sur 9 ans et jusqu'à 21% si on s'engage sur 12 ans. Donc c'est vrai que sur un investissement de l'ordre de 90 000 €, ça fait quand même presque 19 000 € qu'on récupère en réduction d'impôt, donc ça peut être intéressant, mais voilà, vigilance sur l'emplacement et la qualité de la construction. Et l'on peut, avec le Pinel, louer à ses parents ou à ses enfants aussi. Là, il faut avoir ça en tête. Frais de notaire moins cher dans le neuf. Enfin, frais de notaire, pardon. Droit de mutation à titre onéreux, moins cher dans le neuf, de 2 à 3% sur le prix du bien, alors que dans l'ancien, ça coûte entre 7 et 8%. Et encore, c'est d'actualité parce qu'on évoque la possible augmentation de ces droits, ces frais de notaire, droit de mutation à titre onéreux. Et puis, effectivement... quartier autour de la gare qui se développe énormément, quartier Bonnefoy au nord qui est plus populaire, on a Bordeaux-Rouge qui est bien desservi par les transports en commun, ce qui facilite la location. En tout cas, voilà, là aussi Toulouse, ville évidemment très intéressante, on est autour, là dans le neuf, autour de 3 800 € par mètre carré, mais un studio 90 000 €, ça me paraît un peu juste, il faudrait peut-être passer le cap des 100 000, enfin voilà. Question d'Élise, quelles sont les limites et les modalités pour créer un LMNP au réel en 2019? C'est une question un peu... il faut décrypter. Il n'y a pas vraiment de limite. En fait, quand on décide de faire de la location meublée, là, l'objectif, c'est de démarrer une activité de location meublée en 2019 avec... Location meublée non professionnelle, pour ceux qui ne sont pas initiés. Voilà, non professionnelle. L'intérêt, en fait, il y a plusieurs intérêts, effectivement. Alors, au niveau des formalités à faire, il y a une déclaration de début d'activité à faire. Donc, c'est un formulaire adressé au greffe du tribunal de commerce, c'est le formulaire P0I, qui va vous délivrer ensuite un numéro SIRET qui correspond à l'immatriculation de votre activité de location meublée non professionnelle. Et c'est important, ça, de le faire quel que soit le régime d'imposition choisi, c'est-à-dire que vous optiez pour un régime micro-BIC ou un régime réel, de toute façon, vous devez faire cette déclaration de début d'activité. Alors, attention, si c'est une acquisition en 2019, donc il n'y a pas de souci. Si c'était un bien que vous aviez l'habitude de louer vide auparavant, il faut juste être vigilant et ne pas avoir eu de déficit foncier imputé sur le revenu global les 3 dernières années. Sinon, ça va coincer. Mais si vous n'avez pas imputé de déficit foncier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait basculer d'une location vide à une location meublée en 2019. Merci en tout cas de cette réponse très claire pour Élise. Question de Thomas. Alors, à Paris, l'encadrement des loyers pourra-t-il être détourné avec le complément de loyer comme dans l'ancienne loi ALUR?
C'est vrai que la loi Elan a remis en place ce complément de loyer et malheureusement, on n'en a pas précisé davantage les contours. Donc, c'est vrai que le complément de loyer pourra être mis en place, mais ça doit quand même correspondre à une réalité, c'est-à-dire ça doit correspondre à un niveau d'équipement ou de confort ou de localisation qui est un peu exceptionnel. Donc, par exemple, une terrasse ou sur un appartement meublé, vraiment un équipement très haut de gamme, que ça justifie donc la mise en place d'un complément de loyer. Il faut quand même savoir que le locataire a la possibilité de contester ce complément de loyer s'il estime que ça correspond à rien. Il peut le contester dans les 3 mois de la signature du bail. Voilà. Oui, et puis on ne doit pas parler de détournement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de détournement? De toute façon, normalement, l'encadrement des loyers a été mis en place pour éviter les abus. Donc normalement, ça a été mis en place pour ça. Alors c'est vrai que ça inquiète ou ça effraie, ça freine certains propriétaires bailleurs, hein, comme on l'évoquait au début de l'émission, si vous nous prenez en cours de route. L'encadrement des loyers pourra être mis en place à Paris au mois de juillet prochain, normalement. Donc oui, ce complément de loyer, c'est la possibilité pour un propriétaire bailleur d'aller au-delà de cet encadrement du loyer maximum et de dire non, je voudrais que ce soit beaucoup plus parce que l'appartement a une terrasse superbe, parce que la vue est magnifique, donne sur la tour Eiffel, parce qu'il y a un jardin, etc. etc. Et ce qui avait posé problème à l'époque pour la loi Allure, c'était de déterminer cette notion de confort et de localisation, de justifier un complément de loyer. C'est pas évident du tout et ça a créé quelques litiges. Et donc ça va revenir, donc on verra, on espère que ça marchera bien. Et voilà. Question de Mireille. Quels sont les documents à fournir pour réserver une location étudiante de septembre à juin, c'est-à-dire 10 mois en vide ou en meublé? Alors, les documents. Oui, alors les documents, c'est très réglementé. Il y a un décret de 2015 qui prévoit les documents qui peuvent être fournis par le locataire et sa caution. Donc ça va être une pièce justificative d'identité, une pièce justificative de domicile. Pour un étudiant, ce sera sa carte d'identité, sa carte d'étudiant ou son certificat de scolarité. Et puis ensuite, pour justifier de ressources en fait, ou pour soit il demande la caution de ses parents, donc ses parents vont se porter caution et on va demander aux parents, en plus d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, une justification des revenus. Donc classiquement, c'est le dernier avis d'imposition, les 3 dernières fiches de paye. 3 dernières? Oui, les 3 dernières fiches de paye, c'est ce qui est prévu par le décret. On peut aussi demander, par exemple, si les parents sont propriétaires par ailleurs, ils peuvent fournir une taxe foncière de leur résidence principale ou d'une résidence secondaire. Il faut vraiment rassurer sur le propriétaire bailleur, mais il ne faut pas rentrer dans une enquête non. Donc tout ça, c'est très réglementé. Et après, c'est important de le souligner, pour les étudiants qui n'auraient pas de parents qui peuvent se porter caution, il y a quand même la garantie Visale qui est le cautionnement gratuit d'Action Logement et l'étudiant sera éligible à condition que le loyer ne dépasse pas certains montants. Donc ce sera 600 € en province, 800 € en Île-de-France. Et à ce moment-là, il peut aller sur le site visale.fr, obtenir un visa. Et ça va rassurer le propriétaire parce que c'est à la fois une garantie de loyer impayé et également ça couvre les dégradations locatives. Donc ça peut être vraiment un plus, en tout cas pour les étudiants qui n'auraient pas des parents pour se porter caution. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site visale.fr. Très bien. Question de Patrick. Quels sont les avantages et les différences entre le LMNP, on en revient, par rapport au LMP? Voilà, loueur en meublé professionnel et loueur en meublé non professionnel. Alors, les différences pour Patrick. Le professionnel, en fait, on a juste la définition du professionnel. Le professionnel, et c'est une définition qui a évolué récemment, parce qu'il y a un arrêt de la Cour du Conseil constitutionnel qui a supprimé une des conditions. Aujourd'hui, il y a 2 conditions pour être loueur en meublé professionnel. Il faut retirer de l'activité de location meublée plus de 23 000 € par an. Et que les recettes qu'on tire de cette activité soient supérieures à ses autres revenus d'activité. Donc par exemple, une personne qui a 30 000 € de traitement et salaire, il faudra qu'elle retire de la location meublée plus de 30 000 € pour avoir le statut de professionnel. Donc en fait, c'est quand même, il y a peu de propriétaires qui retirent de l'activité de location meublée des revenus qui excèdent leurs autres revenus d'activité. Voilà, c'est vraiment réservé aux professionnels. L'avantage quand on a statut de loueur en meublé professionnel, c'est qu'on va pouvoir, s'il y a un déficit, on va pouvoir l'imputer sur le revenu global, alors que le non professionnel,
pas d'inquiétude, le déficit n'est pas perdu, mais il sera reporté pendant 10 ans sur les bénéfices tirés de l'activité de location meublée exercée à titre non professionnel. Voilà. Donc on va reporter le déficit dans un cas. Pour le professionnel, par contre, on va imputer le déficit sur le revenu global. Deuxième avantage, c'est par rapport à l'impôt sur la plus-value. Le professionnel, s'il est professionnel depuis 5 ans, sera exonéré d'impôt sur la plus-value s'il revend le bien, alors que le non professionnel, c'est le système de plus-value des particuliers, donc il faut détenir le bien depuis 30 ans pour être exonéré. Et dernier avantage pour le professionnel, le bien qui est loué meublé peut être considéré comme bien professionnel et à ce titre sortir de l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais attention aussi parce que les professionnels, ils sont quand même obligés ils sont assujettis au régime de sécurité sociale pour les entrepreneurs en fait, et donc ils vont avoir des cotisations sociales à payer. Donc il faut faut arbitrer, faut arbitrer entre les deux statuts et il faut de toute façon remplir 2 conditions obligatoirement pour être professionnel. Très bien. Question suivante. Tiffaine. Le bail mobilité fonctionne-t-il? Je ne vois pas d'annonce de location en ce sens. Comment en trouver? C'est vrai que le bail mobilité, c'est tout nouveau depuis le début de l'année. Alors, c'est nouveau, mais ça fonctionne bien. En fait, il faut pas que Tiffaine s'inquiète parce qu'elle ne trouve pas de contrat mobilité. En fait, il faut contacter les agences et c'est en fonction de votre dossier qu'on va vous proposer ou pas ce contrat de location meublée parce que il est réservé à certaines situations et donc les appartements ne sont pas estampillés bail mobilité ou bail résidence principale. Faut contacter les agences. Alors, juste on rappelle ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas bail mobilité. Le bail mobilité, c'est un nouveau contrat de location, donc meublé, pour les personnes en mobilité professionnelle ou les étudiants, et qui a une durée comprise entre 1 et 10 mois. Voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de versement de dépôt de garantie pour le locataire, donc ça facilite en fait l'accès au logement. Et là aussi, on passe par Visal. On peut avoir Visal qui garantit d'éventuels impayés ou dégradations. Et il faut savoir qu'il y a certaines agences parisiennes, donc par exemple l'agence Logis qui est spécialisée dans la location meublée à Paris, dans son dernier baromètre, indique que 30% des locations qu'elle a signées depuis le début de l'année sont des contrats mobilité. Donc voilà, c'est un contrat qui existe et qui fonctionne, mais il faut que ce soit adapté à la demande locative. Donc c'est normal qu'on ne voit pas sur les sites bail mobilité, c'est normal que ce ne soit pas estampillé, mais il faut contacter l'agence, exposer sa situation et en fonction de sa situation, ce sera soit un contrat de location à titre de résidence principale, soit un contrat mobilité. Oui, parce que c'était aussi une manière de remettre sur le marché des logements qui étaient vacants ou qui partaient ou qui allaient plus dans la location touristique saisonnière avec ce bail mobilité d'1 mois à 10 mois. Non renouvelable, qu'on peut renouveler une fois au sein de l'avenant, c'est-à-dire qu'on peut faire un contrat de 3 mois, qu'on peut prolonger une fois, par exemple de 6 mois. Dans la limite de 10 mois. On ne doit pas dépasser les 10 mois et voilà. En tout cas, vous nous dites que ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Et l'avantage pour les propriétaires d'accepter un contrat mobilité, c'est aussi que ça permet de faire des locations de courte durée sans cette fameuse autorisation de changement d'usage dont on a parlé en début d'émission. Voilà. Question suivante. Alors Félix, est-il intéressant de faire du meublé délégué dans une résidence de service avec un bail commercial de 9 ans? J'hésite à franchir le pas. J'habite Nice et mon conseiller gestion en patrimoine me conseille de le faire, mais le gestionnaire n'a pas bonne réputation. Oui, alors ça c'est toujours gênant quand le gestionnaire n'a pas bonne réputation. C'est vrai que l'investissement en résidence-service, il faut là aussi être vigilant sur plusieurs points. La localisation, on en revient toujours à la même chose, mais investir dans une résidence étudiante, s'il n'y a aucun campus, aucune école aux alentours, franchement, faut oublier. Ouais. Vous ne trouverez jamais des occupants. Résidence senior et résidence aussi de tourisme, résidence étudiante. Oui, c'est les différentes résidences. Services. Après, faut la qualité de la localisation et puis s'assurer que les loyers qui sont annoncés et le taux de rentabilité correspondent là encore à une réalité de marché, que ne pas s'engager si derrière les loyers, si on trouve personne, les loyers vont être amenés à baisser, voire entraîner la faillite de l'exploitant. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à l'endroit où on investit. Et ensuite, il faut également penser à la revente.
C'est vrai que si la localisation n'est pas optimale et que la résidence est mal gérée, la revente sera beaucoup plus compliquée. Par contre, c'est vrai que l'avantage d'investir dans une résidence-service comme ça, c'est que l'exploitant s'occupe de tout et que pour l'investisseur, il n'a pas besoin de rechercher les locataires, de meubler, de s'occuper des appels de loyer, etc. Que l'appartement soit occupé ou pas, il perçoit ses loyers. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de simplicité, mais attention, là encore, effectivement, être bien vigilant. Et s'il y a un doute sur le gestionnaire, c'est vrai qu'il faut peut-être réfléchir à 2 fois. Oui, Félix, s'il y a un doute sur ce gestionnaire, ne pas y aller. Je pense qu'il faut. Ouais. Bon, oui, enfin, faites comme vous voulez, mais bon. Alors, question de Chantal. Est-on imposé différemment lorsqu'il s'agit d'une location nue ou d'une location en meublé sur les revenus fonciers? Car j'ai cru comprendre que ce n'était pas la même déclaration. Alors effectivement, Chantal a raison, ce n'est pas du tout la même chose. La location vide, ce sont des revenus fonciers, comme vous l'indiquez dans votre question. Quand on loue en meublé, les revenus qu'on perçoit constituent en fait des bénéfices industriels et commerciaux. Alors dans les 2 cas, il y a un régime micro et un régime réel. Donc le régime micro-foncier vous permet, quand vous louez en vide, de bénéficier d'un abattement de 30%. Donc vous allez être imposé sur 70% des loyers que vous percevez. Au régime réel, vous allez pouvoir déduire toutes les charges que vous avez, que ça peut être plus intéressant. Quand vous êtes en location meublée, donc ça va être des bénéfices industriels et commerciaux. Au régime micro-BIC, du coup, vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50%, donc vous ne serez imposé que sur 50% des loyers perçus, donc plus intéressant effectivement que le micro-foncier. Et si vous êtes au régime réel, donc le fameux statut loueur en meublé non professionnel, au régime réel, l'avantage c'est que vous allez pouvoir déduire vos frais d'acquisition et surtout vous allez pouvoir amortir la valeur du logement et le mobilier, et donc ça permet généralement, c'est un système quand on réalise une acquisition, un investissement locatif en meublé, ça permet pendant au moins une dizaine d'années de ne pas payer d'impôts sur les revenus que l'on tire de cette location meublée. Absolument. Allez, on va prendre les 2 dernières questions. Question de Philippe. Quel est le traitement fiscal pour une SCI louant en meublé? SCI, alors, Société Civile Immobilière. Voilà, et civile ne fait pas bon ménage avec meublé, qui est une activité commerciale. Donc le traitement, c'est qu'en fait votre société sera imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc attention, surtout en cas de cession du bien derrière, c'est souvent une catastrophe fiscale quand on revend un bien. Oui. Catastrophe fiscale. Oui, parce qu'en fait, au niveau de la plus-value, on doit réintégrer tous les amortissements déduits. Donc c'est souvent des très mauvaises surprises, donc à éviter. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise surprise pour la dernière question. Merci, posée par Jean-Marc. Est-ce que la stratégie de louer en LNMP durant l'année et en saisonnier pendant les 3 mois de vacances scolaires est la bonne stratégie lorsque l'on possède 3 ou 4 biens et que l'on veut rentabiliser assez vite? Oui, je pense que c'est une très bonne idée en fonction, là encore une fois, de l'emplacement. Si vous êtes dans une ville dynamique qui attire à la fois des étudiants ou des professionnels en mobilité et des touristes, c'est une bonne formule parce que vous n'aurez pas ce turnover pendant toute l'année. Vous êtes sûr d'avoir un taux d'occupation maximal sur la période universitaire et vous n'aurez aucun mal à remplir et à faire à la nuitée ou à la semaine durant la période estivale. Donc oui, c'est une bonne option en fonction de l'endroit où sont localisés vos biens. Vous avez parfaitement rempli votre mission du jour. Merci. On peut remercier Maude Welter. Merci à vous, Olivier. Merci infiniment, Maude, jedéclaremonmeublé.com, ainsi que ce guide pratique sur la location en meublé. Vous reviendrez ? Avec plaisir. Bon, elle reviendra, elle a pris l'engagement pour parler location. Il y a énormément de sujets, on n'a pas pu répondre évidemment à tout le monde, mais on refera des émissions évidemment sur la location, que vous soyez locataire ou propriétaire bailleur. En attendant, on remercie tout d'abord ceux qui sont en régie, Jim, Bastien et Emilien. On vous remercie tous, on vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. On va se retrouver très bientôt, vendredi prochain, pour une prochaine édition des Clés de l'Immo. Et là, on parlera avec nos amis notaires de l'achat et de la vente de biens immobiliers. Très bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.